Je disais, pour démarrer cette séance, peut-être simplement vous dire deux petites choses. La première chose, sur le déroulé, c'est une réunion qu'on a voulu un peu courte pour restituer les travaux qui ont été conduits sur l'accompagnement des coûts de l'apprentissage dans le cadre du travail qui est fait avec les établissements du MESRI et faire en sorte de vous redonner un certain nombre d'axes aussi qui sont des axes à la fois politiques et stratégiques. Alors, la réunion devait être ouverte par Anne-Sophie Barthès, directrice générale de l'enseignement supérieur. Malheureusement, elle est prise par une urgence au ministère et du coup, je vais reprendre les quelques éléments introductifs qu'elle vous aurait évidemment diffusés pour démarrer cette réunion. Peut-être la première chose à vous dire, c'est vous remercier d'abord d'être si nombreux aujourd'hui et puis d'être sur cette dynamique qui s'est instituée depuis maintenant presque une année autour de ces questions de coûts de l'apprentissage, de connaissance des coûts de l'apprentissage. Remercier aussi l'équipe projet autour de P2CA et puis tout le travail fait avec Jean-Serge Boiteau sur la méthodologie P2CA qui nous permet véritablement de disposer d'outils dans cette analyse des coûts qui est absolument essentielle dans le travail qui est conduit aujourd'hui avec les différents interlocuteurs autour des questions liées à l'apprentissage. Alors peut-être pour poursuivre sur ces éléments d'introduction, rappeler peut-être quelques points d'actualité, mais qui sont à la fois des points d'actualité et de mise en perspective. Dans le cadre du travail qui est fait par France Compétences sur la remontée des coûts des CFA, des premiers éléments d'analyse commencent à apparaître. Et en ce qui nous concerne, au niveau de la DGSIP, nous avons engagé toute une série d'échanges, notamment avec France Compétences, notamment une réunion, un entretien qui s'est tenu le 18 novembre dernier entre le directeur général de France Compétences, le président du CA de France Compétences et la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, qui a porté sur toute une série d'éléments. Le premier élément, c'est d'abord le fait de dire le travail qui a été conduit par les établissements d'enseignement supérieur en matière de connaissance des coûts de l'apprentissage a permis d'alimenter le travail de restitution et de remontée des CFA, qui a conduit donc à ce que France Compétences peut porter en termes d'analyse. Le deuxième point, ça a été de dire, eh bien, dans ce travail-là, nous avons identifié un certain nombre d'éléments qui sont des éléments saillants sur lesquels il est important de revenir. Et ça fait partie des messages forts qu'on veut passer aujourd'hui. C'est d'abord de dire qu'il y a plusieurs périmètres de coûts. Il y a un périmètre de coûts complet qui correspond à la méthodologie P2CA dont j'ai dit tout à l'heure qu'elle était absolument essentielle pour nous parce qu'elle nous permet d'avoir un périmètre total et global. Or, ce périmètre de P2CA n'est pas tout à fait le même que celui qui est pris en compte par France Compétences. On y reviendra dans un instant. Et du coup, il est absolument essentiel que les coûts complets tels qu'ils sont calculés dans le cadre de P2CA puissent apparaître au titre de l'information des branches qui auront à retravailler sur les niveaux de prise en charge, de façon à éclairer la décision. Ça, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. On a, dans les différentes séances d'accompagnement, vu que les périmètres variaient aussi au fur et à mesure de l'année écoulée, de l'année universitaire écoulée, et que France Compétences avait été amenée parfois à faire varier un certain nombre d'éléments. Donc, on a réaffirmé l'importance que le coût complet des formations des établissements qui sont sous l'égide du ministère puisse apparaître dans les fichiers de remontée des CFA à titre d'information des branches. La demande, elle a été entendue par France Compétences qui nous a expliqué en retour qu'il était évidemment tout à fait intéressant qu'il y ait cet élément qui permette d'aller nourrir un observatoire des coûts pour France Compétences, mais qu'évidemment, il fallait aussi que ça puisse on va dire, s'intégrer dans une logique qui ne remette pas en cause la méthodologie de traitement de l'information qui a été choisie par France Compétences. Donc, on va avoir tout un travail à conduire et à apporter avec France Compétences en collaboration pour faire aboutir finalement cette demande-là. Mais je crois que c'était important de vous dire d'abord
le travail que vous avez réalisé, qui est absolument essentiel, nous permet aussi de discuter avec nos interlocuteurs et de conduire un certain nombre d'avancées au service en fait du collectif enseignement supérieur, université, école. Ça, c'est un premier point de remontée que je voulais faire sur ce rendez-vous. Un deuxième point de remontée que je voulais faire sur ce rendez-vous, c'est de dire, évidemment, il y a un sujet, on voit bien, qui est complexe sur les coûts de l'apprentissage. La loi pour choisir, pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 a introduit un changement de logique avec un financement, on va dire, un peu dans une logique de guichet. Un étudiant, une formation, une entreprise égale un contrat d'apprentissage, sans régulation, qui introduit du coup une augmentation des coûts pour l'État. Eh bien, évidemment, ça amène une réflexion plus globale sur le modèle économique d'ensemble de France Compétences et sur la capacité à avoir une soutenabilité de ce modèle économique global. Et on a demandé à ce que nous soyons mieux associés à la gouvernance de France Compétences pour participer pleinement, en fait, aux évolutions qui devront avoir lieu probablement dans les mois à venir. Voilà, ça c'est le premier élément d'introduction que je voulais partager avec vous. Le deuxième élément d'introduction que je voulais partager avec vous, il tient à deux actualités. La première actualité, c'est que une mission de l'Inspection générale des finances, une mission de l'Inspection générale des affaires sociales et de l'Inspection générale de l'enseignement, d'éducation, du sport et de la recherche, l'IGSR, c'est toujours compliqué avec les changements de sigle. Une mission donc a été commanditée pour réfléchir à justement un modèle économique pérenne de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur. Cette mission, elle a proposé une restitution aux différents ministères qui sont concernés, en l'occurrence, évidemment, notre ministère en premier lieu, mais aussi, bien entendu, le ministère du Travail et le ministère des Finances, bien sûr, et tout ça à la demande de Matignon. Donc, une première restitution a été faite qui montre en fait qu'il y a un besoin de financement, qui est un besoin de financement structurel assez fort, qui se compte en milliards, de l'ordre en gros, en fonction des scénarios qui sont possibles, de l'ordre de 1 à 2 milliards d'abondement de l'État pour pouvoir porter finalement cette logique-là. Évidemment, dans les scénarios qui sont évoqués, on aperçoit que probablement la bonne mesure, elle sera dans une combinaison de plusieurs possibilités de mise en œuvre des différentes hypothèses qui ont été soulevées. Entre d'un côté, on va dire une régulation des coûts, de l'autre, une augmentation des recettes, et enfin probablement une régulation de la volumétrie. Enfin, troisième et dernier point d'actualité, la Cour des comptes s'est emparée du sujet avec une information qu'elle a conduite. Nous avons été auditionnés, on a rendu toute une série d'informations, de documentation. J'en profite pour remercier Jean-Serge qui a contribué à cette note-là et puis Fabienne qui est avec moi, qui a beaucoup travaillé aussi sur le sujet. On a essayé de dresser un état des lieux et un panorama de la question de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur, des tensions entre les recettes et les dépenses, et montrer aussi tout l'apport sociétal de la dynamique de l'apprentissage en termes d'insertion professionnelle, en termes de rapidité de l'insertion professionnelle, en termes de qualité de l'insertion professionnelle, en termes de diversification sociale de l'accès à l'enseignement supérieur, ou pour le dire autrement, de démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur, et puis en termes aussi de changement de modalité pédagogique, d'innovation, de lien avec la société, de lien avec l'innovation pour les entreprises, de dynamique collective, bref, tout ce que ça pouvait apporter sur le plan qualitatif. Les premières restitutions de la Cour des comptes disent en gros le statu quo n'est pas possible et là aussi il faudra prendre des mesures structurelles qui peuvent se décliner à travers différentes préconisations. Ce que je voulais sans doute, sans remplacer Anne-Sophie D'Arthez, il ne s'agit pas de ça, mais sans doute essayer de faire en termes de comment dire,
de vision d'ensemble. Ce qu'il faudra sans doute avoir en tête pour tout un chacun, c'est que en l'état de la situation, un arbitrage politique global devra être pris en compte et devra remodeler sans doute les modalités du financement de l'apprentissage, certainement dans l'enseignement supérieur, mais plus globalement pour l'ensemble des niveaux de certification. Alors, quand on a dit tout ça, peut-être quelques éléments de rappel de contexte pour rappeler d'abord que la place des établissements universités, écoles dans le paysage de l'enseignement supérieur, c'est pas 100% de ce qui va être analysé par France Compétences. Les diplômes nationaux, que sont tout à la fois les DUT, les DOST, les LP, les licences, les masters, les titres d'ingénieur, ça n'est qu'une partie de ce paysage. Les écoles, que ce soit les écoles de management, de commerce ou encore les écoles de design, que sais-je encore, qui sont ouvertes à l'apprentissage, constituent en fait le tout. Et donc, on a encore besoin d'évaluer pleinement notre place dans ce paysage et les impacts en fait systémiques de l'ensemble des acteurs. Bien prendre aussi en considération que quand on regarde l'enseignement supérieur, on a la question du BTS qui est toujours à cheval entre le supérieur et le scolaire, et donc qui nécessite sans doute d'avoir une vision un peu transversale. Et puis, la variabilité des situations et des montages en termes administratifs du soutien à l'apprentissage, avec des établissements qui s'appuient sur des CFA de branche, des CFA d'entreprise, des CFA hors les murs qui sont, par exemple, des formats sup. Il y en a quelques-uns, je pense, autour de l'écran ou autour de la table virtuelle, et que je salue d'ailleurs, qui sont des partenaires évidemment très proches. Des CFA qui sont intégrés à nos établissements, bref, toute une série de montages qui complexifient aussi l'appropriation, notamment par le ministère du Travail, par Matignon, par l'Élysée, et qui sont assez distinctifs vis-à-vis notamment des niveaux de certification 3 et 4. Alors, quand on a discuté avec France Compétences, les premiers éléments qui nous ont remonté et qui ont été présentés à la fois à la commission recommandation et également au CA de France Compétences montrent qu'il y a effectivement une question de soutenabilité des formations. L'analyse de France Compétences porte sur les coûts qui sont remontés par les CFA et non sur le coût complet des formations. C'est important de le rappeler, c'est pas le même périmètre. Et puis, mais on va le revoir en détail de manière très précise dans les diapositives suivantes. Je regarde l'heure du coin de l'œil, il faut que je me dépêche. Et la fixation des niveaux de prise en charge par les branches et la régulation par France Compétences doit être éclairée du niveau de complexité qu'on a rappelé préalablement. C'est absolument essentiel. On a bien compris quand même dans les échanges avec France Compétences qu'aujourd'hui, France Compétences a mesuré qu'il y avait une complexité et qu'il fallait sans doute approcher la chose à plusieurs niveaux et sans doute y aller avec un peu de prudence dans les préconisations qui pourront être faites. Mais ça leur appartient, je ne veux pas rentrer sur ce terrain-là. Dans le tableau en fait qui a été présenté à la commission recommandation et au CH France Compétences, France Compétences a montré que sur les niveaux 5, 6 et 7 de certification, donc niveau 5, BTS, DUT, DOST, niveau 6, licence pro, niveau 7, titre d'ingénieur master, ils ont montré que globalement, les charges étaient dans la plupart des cas de figure, les charges en matière de formation étaient dans la plupart des cas de figure, en moyenne, plutôt inférieures au niveau de prise en charge. Ça correspond, bon an, mal an, aux cases qui sont les cases violettes sur votre écran. Et dans certains cas, les charges sont supérieures et ça correspond aux cases qui sont les cases jaunes. Et pour nous, c'est un vrai problème parce que ça veut dire que la soutenabilité de nos formations, évidemment, est en jeu à plein sur ce scénario-là. Et puis, dans quelques cas, on est à peu près à l'équivalence. Bon an, mal an à l'équivalence. Je ne rentre pas dans le détail, ça va être détaillé tout à l'heure de manière très très précise avec des éléments qui sont issus de vos remontées et vos remontées ont été absolument essentielles dans cette mise en perspective. Voilà, alors pour revenir sur les enjeux et qui sont maintenant des enjeux véritables, la question c'est de savoir à la lecture de tous ces éléments et à partir des arbitrages qui seront faits
qui seront faits pardon, dans les mois à venir. Comment on construit la relation avec nos CFA, notamment en termes de révision sans doute des conventions. On a des conventions qui sont extrêmement variables dans leur périmètre d'une part, mais aussi dans les modalités de reversement, dans les montants qui sont facturés par rapport à la réalité des coûts qui sont assumés par les établissements. Donc là, il y aura évidemment un sujet. L'autre enjeu qui est absolument essentiel et sur lequel je souhaiterais vraiment attirer votre attention, c'est que la question de l'apprentissage est une question aussi de pilotage interne aux établissements et de pilotage politique et stratégique. Politique parce qu'il faut véritablement que nos établissements définissent une politique d'apprentissage en termes de volumétrie, en termes d'axes de développement, en termes de partenariat avec le monde socio-économique, de stratégie, en termes aussi de temporalité de développement, de priorisation, bon bref, d'outillage. Il y a toute une série de choses sur lesquelles on pourra revenir. Et puis, évidemment, poursuivre le travail absolument essentiel de structuration de la connaissance des coûts. Et j'insiste sur le fait que les établissements doivent prendre la chose apprentissage à la fois sur le plan technique et sur le plan politique, de façon à ce que nous puissions avoir une espèce de congruence générale qui nous permette de défendre évidemment ce modèle de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur dont je tiens à souligner toutes les vertus en matière d'insertion, de démocratisation, de l'accès à l'enseignement supérieur et enfin, évidemment, de transformation pédagogique, de lien entre l'université et la société. Voilà, c'était un propos introductif un tout petit peu long, je vous prie de m'en excuser. Et puis, je vais passer la parole à mes collègues pour poursuivre et vous dire encore une fois au nom d'Anne-Sophie Barthès qui aurait souhaité être avec nous aujourd'hui, toute l'importance que le ministère accorde à la question et au sujet. Je te passe la main peut-être, Jean-Serge, pour poursuivre. Je crois que c'est toi qui enchaînes. Oui, merci beaucoup, Rodolphe. Bonjour à toutes et à tous. Juste une question, Rodolphe. Est-ce que tu souhaites qu'on marque un temps pour éventuellement prendre quelques questions ou alors on enchaîne les présentations et on fait les questions à la fin? Je vous propose peut-être de garder les questions pour la fin parce qu'autrement, je crains qu'on ait du mal à tenir le timing. On s'est donné 1 heure, ce qui permet d'avoir un format ramassé et qui permet du coup à tout le monde d'être un peu là. Mais du coup, je pense qu'il faut qu'on soit respectueux du temps. Donc, je propose qu'on prenne les questions à la fin. Pardonnez-nous si parfois il y a un peu de frustration dans les échanges. Mais on aura l'occasion sans doute de rediscuter de ça. On y reviendra en conclusion. Entendu. Merci beaucoup, Rodolphe. Merci également donc à l'ensemble des collègues qui ont joué le jeu, finalement, de nous remonter ces coûts complets apprentissage. C'était un travail supplémentaire qui s'enchaînait avec celui que vous avez dû conduire pour faire ce reporting à France Compétences. Donc, on a plus de 75 établissements voilà, qui ont remonté des coûts. Et j'en profite pour remercier également ma collègue Fabienne Poulard qui a fait ce travail à la fois de recensement, puis qui a fiabilisé les données parce que certaines données méritaient un travail supplémentaire. Également le rapprochement avec les niveaux de prise en charge. Donc ça nous a permis donc de récolter un peu plus de la moitié des universités, un peu moins d'une trentaine d'écoles d'ingénieurs, puis d'autres institutions. Au total, donc on a près de 2000 formations qui ont été ainsi remontées. Donc c'est un échantillon, hein, c'est pas exhaustif évidemment, vous l'avez vu, mais c'est un échantillon qui est quand même qui nous semble pertinent en tout cas, près de 2000 formations qui représentent environ 320 millions d'euros en coût complet et qui couvrent près de 38 000 étudiants avec une répartition entre le niveau 5, le niveau 6 et le niveau 7 qui correspond d'ailleurs, me disaient Alain et Rodolphe, à la représentation des effectifs étudiants dans les universités et les écoles. 13% en DUT, 45% en licence et 42% en master ingénieur. Alors, petit rappel un peu méthodologique, juste pour montrer finalement quand on parle de coût complet, j'ai remis la trame donnée par France Compétences qui nous demandait de renseigner ces coûts complets. On s'aperçoit que la liste est très longue. Évidemment, il y a toute la partie pédagogie accompagnement et puis tous les autres coûts qui concourent aussi à ces formations et qui sont indispensables. Si on n'a pas d'immobilier, si on n'a pas de numérique, si on n'a pas de bibliothèque, si on n'a pas de
de collègues qui gèrent la scolarité, les inscriptions, les salaires des enseignants-chercheurs, enfin, tous les services administratifs qui peuvent exister derrière. On ne fait pas de formation et on ne fait pas de formation en apprentissage. Donc, et puis évidemment, la partie équipement-investissement aussi qui est essentielle et pas seulement des petits équipements pédagogiques. Donc, c'est cette couverture coût complet, voilà, sur lequel on a planché. Et puis ensuite, et alors pour nous, cette couverture coût complet, c'était effectivement en tout cas la méthodologie P2CA apporter une façon robuste de pouvoir répondre à cette demande de France Compétences. Et puis au fur et à mesure des travaux, Rodolphe l'a rappelé aussi, on a vu que en réalité, voilà, il y avait un article du Code du travail qui disait que finalement les coûts pris en compte pour la détermination du niveau de prise en charge des NPEC, finalement, c'était qu'une partie de ces coûts complets. Et vous voyez en surligné en jaune que finalement c'était que les coûts, alors que bon, c'est déjà ça, bien sûr, hein, mais c'est la pédagogie et l'accompagnement, et puis les investissements pédagogiques inférieurs à moins de 3 ans. Donc là-dessus, certains établissements ont peut-être réussi à retravailler et puis à passer une partie des coûts de soutien support en considérant que ça concourait directement à la pédagogie et l'accompagnement, et c'était permis par les textes, hein, donc c'était très bien de le faire comme ça. Et puis pour d'autres, c'était un exercice peut-être un peu plus délicat, le travail était déjà abouti, on ne pouvait pas recommencer, ou c'était plus difficile de chiffrer vraiment ce qui relevait directement de la pédagogie et de l'accompagnement. Et puis après, on a vu qu'il y avait des biais aussi, que par exemple l'immobilier, si on louait un bâtiment pour l'apprentissage, ça rentrait en compte, mais que si on en était propriétaire, c'était écarté. Voilà. Donc, ce coût pris en compte pour la détermination du niveau de prise en charge, qui devait être celui observé par France Compétences. Et puis, en fait, on s'était aperçu, donc il y avait des coûts complets, je l'ai dit, les coûts pris en charge pour la détermination du niveau de prise en charge, et puis est apparue une règle en cours de jeu qui était que, en fait, ce seraient les coûts supportés par les CFA, donc facturés par les UFA, qui seraient observés par France Compétences. Alors, on a quand même... C'est ce que j'ai dit, c'est logique. Pensez à couper vos micros, s'il vous plaît. Donc, on a quand même pu faire en sorte que les coûts complets soient remontés dans la notice à France Compétences qui est déposée sur Carrousel, mais ce n'était pas une solution très satisfaisante. Quand on voit ces coûts qui sont supportés par le CFA... On n'a pas arrêté les comptes, on a fait simplement la formation. On a un décalage. Je pense que ce serait bien de couper vos micros parce qu'il y a une personne qui parle en même temps que j'interviens. Donc, pensez bien à couper vos micros, s'il vous plaît. Voilà, donc ces coûts supportés par les CFA, bon, c'est ce rond rouge qui est plus petit. En fait, on ne sait pas s'il est plus petit parce que dans certains cas, peut-être que les coûts supportés par le CFA que vous avez facturé finalement permettent de couvrir les coûts pris en charge, voire les coûts complets. Il y a des situations où vous êtes sans doute à l'équilibre ou peut-être même plus, et puis il y a d'autres situations où ce coût supporté par ce coût qui a été pris en compte par le CFA, il vous permet pas de vous retrouver dans ce que vous dépensez réellement pour faire les formations en apprentissage. Alors c'est un peu ce qu'on a essayé de... On s'est dit, puisque France Compétences observe seulement la facture, les coûts facturés, nous, on voudrait voir vraiment la réalité des coûts, d'où ce travail que vous aviez accepté de faire et que vous avez remonté au mois de septembre dernier. Ça nous a permis de voir, donc sur la base de 2000 formations, hein, je le disais tout à l'heure, alors là, c'est une moyenne, bon, avec le défaut des moyennes évidemment, mais sur ces coûts observés en apprentissage, la moyenne du coût complet d'une formation en apprentissage, elle est autour de 8700 et quelques euros. Le coût pris en compte, il est autour de 7000 euros, donc on voit qu'on perd déjà 20%, alors c'est notamment les frais de soutien support qui sont pas pris en compte. Et puis, le niveau de prise en charge, alors là, c'est la valeur minimale parce qu'il y a différents niveaux de prise en charge selon les branches. Donc, on a retenu la logique de France Compétences de raisonner sur la valeur minimale du niveau de prise en charge. On s'aperçoit qu'elle est à 7400 euros. Donc, on se dit finalement, en voyant ça, c'est pas trop mal parce que alors, c'est pas trop mal. Il y a quand même un écart entre le coût complet et le niveau de prise en charge qui est de 1300 euros, donc ça, c'est pas très satisfaisant. En revanche, on pourrait se dire, bon, finalement, le coût qui est pris en compte par le Code du travail, il est à peu près couvert par, il est même couvert ici, plus que couvert par le niveau de prise en charge, puisqu'il y a 400 euros de plus. Bon, ça, c'est un constat général
qui est basé sur une hétérogénéité de situations. On a vraiment des formations de tout type qui ont été remontées, qui sont des formations en apprentissage, donc qui sont de manière générale des formations quand même plus coûteuses que des formations qu'on observe par ailleurs à travers le projet P2CA, qui ont d'ailleurs été reprises récemment dans la note du Conseil d'analyse économique que vous avez dû voir sur le fait que ce sont des... Rodolphe rappelait les vertus de l'apprentissage et le Conseil d'analyse économique rappelle que l'investissement public sur la formation, c'est l'investissement qui ramène le plus au pays. Donc, je vous invite à le lire. Donc, ces coûts observés sur ces formations en apprentissage sont quand même un peu plus élevés que si on regardait des formations pas en apprentissage et peut-être moins orientées professionnellement. Donc, maintenant, on va avoir une vue un peu plus détaillée par niveau, donc par DUT, licence, licence pro, master et diplôme d'ingénieur, toujours avec le coût complet, le coût pris en compte et les niveaux de prise en charge. On peut voir alors qu'on a toujours entre le passage du coût complet vers le coût pris en compte pour la détermination des niveaux de prise en charge, on perd à chaque fois, c'est logique, puisqu'il n'y a pas les coûts de soutien et support, on perd entre 15 et 30%. On voit par exemple que les écoles d'ingénieurs, ils ont un coût complet en moyenne à 12 000 € sur les formations observées en apprentissage, 12 000 €, et que quand on regarde la partie qui est prise en compte, donc uniquement la pédagogie, l'accompagnement et les équipements pédagogiques à moins de 3 ans, on passe de 12 000 à 8 500 €. Donc là, déjà, il y a une sacrée perte de 30% sur ces formations d'ingénieurs. Sur les DUT, on perd également 20%. Sur la licence pro, c'est la même chose. Donc, bon, c'est pas une surprise puisque le périmètre des coûts pris en compte est restreint, mais c'est important de savoir que sur des formations, ça veut dire finalement que quand une université, une école décide de créer une formation en apprentissage, ça va lui coûter 100, mais que le coût qui est considéré comme étant pris en compte par l'État, il n'est plus qu'au mieux de 80, voire 70 pour une école d'ingénieur. Et puis, quand on regarde les niveaux de prise en charge, qui sont finalement les financements qui seront attribués à ces formations, on voit également que sur le DUT, on a une insuffisance. On a 7 600 €. Alors, sur le coût complet à 10 610, on en est bien éloigné. Et même sur le coût qui sert à la détermination du NPEC, on est également à moins 10%. On a 1 000 € d'écart. Sur la licence, c'est à peu près les mêmes ordres de grandeur. Donc, on peut se dire finalement que les NPEC moyens pour les licences ont peut-être été bien pensés, puisque en moyenne, bon, après, on va voir les situations sont différentes par formation. Mais bon, on a à peu près la même chose entre le coût pris en compte et les NPEC. La licence pro, il semblerait même que les NPEC soient plus avantageuses, en moyenne en tout cas, puisqu'on a 7 200, là où le coût pris en compte est de 6 800. Mais si on regarde le coût complet, on a un décalage, hein, on a toujours 1 400 € qui manquent. Le master, c'est un peu comme la licence pro serait mieux couvert par les NPEC. Et les diplômes d'ingénieur, j'en ai parlé, on a une insuffisance également de l'ordre de 500 €. Ce sont des moyennes, donc en voyant ça, on ne peut pas tirer le constat de dire, bon ben voilà, on est couvert. D'abord, on ne l'est pas, parce que je rappelle, le coût complet, c'est une réalité. C'est pas des frais qu'on a inventés, hein, c'est des frais qui existent. Et quand vous faites des formations d'apprentissage, vous augmentez les effectifs, donc vous augmentez vos frais fixes, vous avez plus de frais administratifs, plus de numérique, plus de personnel pour gérer les effectifs, plus d'enseignants-chercheurs, etc. Donc tout ça mécaniquement augmente. C'est pas des places gratuites. Et puis quand on voit aussi les coûts pris en compte pour déterminer les NPEC, on s'aperçoit qu'on a des écarts dans certains sens qui sont défavorables. Alors cette diapositive permet de voir la comparaison entre les coûts complets et ceux qui ont été retenus par le Code du travail, l'arrêté du Code du travail. On voit ici, en partant de la gauche et en allant vers la droite, le nombre de formations, donc ce sont les barres, là, les histogrammes, le nombre de formations qui présentent des écarts par rapport aux coûts pris en compte, aux coûts pris en compte servant au NPEC. Ce qui veut dire que, par exemple, là, on a 150 formations qui ont un écart entre 30 et 40% par rapport aux coûts pris en compte. Donc, ça veut dire que quand une formation en coût complet revient à 100, eh bien, cette formation-là, elle a été en coût pris en compte calculé à 60 ou 70 €.
Je ne sais pas si c'est très clair, mais retenez, voilà, c'est le décalage entre coût complet et coût pris en compte. Et on a presque une moitié des formations, 44% des formations, dont les coûts qui sont considérés par le Code du travail comme étant ouvrant droit au financement, 44% des formations, elles ont des coûts en décalage de plus de 20% par rapport à cette réglementation. Donc ça interpelle quand même de se dire, voilà, quand on fait l'apprentissage, ça coûte à l'université, et aujourd'hui, ça n'est pas prévu dans ce qui est pris en compte pour le financement. La diapo suivante, c'est le décalage entre les coûts complets et les niveaux de prise en charge, donc toujours les valeurs minimales. Même chose, on peut observer en partant de la gauche vers la droite, donc des situations défavorables plutôt sur la gauche en rouge, qui montrent que 63% des formations ont des coûts complets supérieurs aux valeurs minimales des NPEC. Donc là, c'est quand même très parlant. Ça veut dire aussi que si on raisonne en coût complet, c'est vraiment aussi la logique de France Compétences, d'ailleurs, au passage. Ce raisonnement en coût complet montre que 2/3 des formations sont en dessous des valeurs NPEC qui ont été prévues par les accords de branche. Et puis, la dernière diapositive, alors, qui nuance un peu la précédente, puisque la précédente, c'était sur les coûts complets. Ici, c'est une diapositive qui regarde les coûts pris en compte. Alors, pardon, hein, c'est un peu compliqué, ces notions, la coût complet, coût pris en compte, tout ça, mais les coûts pris en compte, retenez que c'est ceux qui intègrent la partie pédagogie, accompagnement et équipement pédagogique, amortissement des équipements pédagogiques inférieurs à 3 ans. Donc, ces coûts pris en compte par rapport au NPEC, eh bien, on a encore plus de 1/3, 37% des formations qui ont des coûts supérieurs au niveau de prise en charge. Donc, encore une fois, une insuffisance de financement qui est avérée, hein, qui est pour 37% des formations, les formations après la flèche rouge, là, donc, qui représentent finalement 63% en nombre de formations, elles ont des coûts qui sont couverts par les NPEC, on le voit à plus 10%, plus entre 10 et 25%, etc. Donc, plus on s'écarte, mieux c'est couvert. Voilà, on a quelques formations qui visiblement ont des NPEC très, très avantageux. Peut-être qu'aussi, c'est à voir après il y a peut-être des questions à se poser sur la méthode de calcul, mais en tout cas, c'est important d'avoir ce constat-là et qui pourrait éventuellement nuancer ce qu'on a pu entendre par ailleurs, de dire que le SUP était bien financé et que les NPEC étaient très avantageuses pour les formations du supérieur. Voilà, moi j'en ai terminé, donc je vais passer maintenant la parole à Dominique Kervadec, qui va poursuivre ce focus sur les coûts de manière encore plus précise en rentrant dans les niveaux de formation. Donc je te passe la parole, Dominique. Merci Jean-Serge, merci beaucoup. Donc ça va être un focus assez rapide, hein. J'ai 5 diapositives en plus de celle-là. Elle est basée sur un principe qui est retenu dans le projet P2CA, un projet à connaissance de coût des activités, qui est celui du partage de l'information. C'est-à-dire que vous faites remonter cette information et on la repartage en la rendant anonyme. Et c'est parce que c'est bien une information qui vous appartient. Mais ce qui ressort des échanges qu'on a avec les établissements, c'est bien que chacun ressent le besoin de se positionner, de savoir où il en est dans sa méthodologie, dans les résultats qu'il y a sur la connaissance des coûts. Donc, c'est avec cet état d'esprit que je vais présenter en fait ces 5 diapositives. La première, voilà, la première a pour objectif finalement de comparer le coût complet par rapport au coût qui est effectivement pris en charge. Je voyais tout à l'heure dans le chat des questions sur cela. Effectivement, c'est le coût complet qui est peut-être le plus simple à calculer dans le sens où on prend l'ensemble des coûts d'établissement, où on répartit l'ensemble finalement des dépenses, surtout des activités, et on ressort ce coût complet par étudiant. Néanmoins, comme l'a montré Jean-Serge, on voit que que le Code du travail indique que seulement une partie finalement des dépenses sont prises en compte pour établir ce coût pris en charge. Donc c'est ce qu'on essaye de comparer ici. Donc
Ici, vous avez le coût complet par apprenti. Ici, donc, le coût complet pris en charge sur leur donnée par… voilà, c'est ça. Et donc, tous les points se répartissent et toutes les données que l'on a récupérées, donc les 1700 ou 1800 données que l'on a pu récupérer. Donc, la courbe en verte 100%, ça serait qu'il y a égalité entre les deux. Donc, on sent bien que ça ne va pas être le cas, même s'il y a quelques cas particuliers, sans doute qui sont liés peut-être à un problème de calcul. Après, vous avez la courbe orange qui correspond à celle au niveau 80% et la courbe rouge à un niveau de 60%. Donc, entre 80 et 100%, ça représente 55% en fait, des coûts qui nous sont remontés. Voilà. Et on a à peu près quand même 15% qui sont inférieurs à 60%. Donc ça doit nous interroger et vous interroger également, parce qu'on voit bien que la question qu'il y a derrière, c'est qu'est-ce qui relève de ce que l'on fait remonter, effectivement, de ce qui peut être pris en charge. Donc, il y a deux origines à cette différence. La première, on l'a évoqué tout à l'heure dans ce fameux article du Code du travail, c'est premièrement les amortissements. Quels sont les investissements qui sont pris en compte? On sait bien que ce qu'indique le Code du travail, c'est que c'est seulement les investissements qui sont amortis sur au maximum 3 ans. Et on sait bien que dans un certain nombre de formations technologiques, des équipements lourds vont avoir des durées d'amortissement beaucoup plus longues. Et bien, celles-là, théoriquement, ne sont pas prises en compte, même s'il y a eu un cas particulier pour cette année, puisque je crois que France Compétences avait accepté que ça soit pris jusqu'à des amortissements d'une durée de 5 ans. Il n'empêche que dans le Code du travail, c'est bien 3 ans qui est précisé. Donc déjà là, il y a un premier décalage qui peut apparaître. Et le deuxième décalage, eh bien, c'est les fonctions support, les fonctions soutien qui permettent de réaliser nos missions d'enseignement, nos missions de formation par apprentissage. Donc la fonction support, c'est tout ce qui va être un peu tout ce qui peut gestion, pilotage d'établissement. Donc on peut comprendre que c'est pas en lien direct avec la formation. Il n'empêche que les fonctions soutien qui peuvent contribuer directement aussi à la formation. Donc on voit peut-être qu'il y a une différence d'appréciation, une différence d'appropriation de ces différentes fonctions, ce qui expliquerait pourquoi en fait, cette distribution finalement des coûts qui sont pris en charge par rapport au coût complet. Donc, il y a sans doute un travail à faire, à approfondir pour mieux comprendre pourquoi on retrouve de telles différences. Juste pour mémoire, dans P2CA, on sait que les fonctions soutien-support représentent à peu près 40% des coûts des établissements pour réaliser notamment la formation, la mission formation. Voilà pour cette première diapositive. La deuxième, alors elle va être la même pour 4 types de diplômes. Vous voyez là à l'écran, vous avez pour les DUT. Donc, cette fois-ci, ce sont les coûts complets en fonction du nombre d'apprentis. Donc, on va se rendre compte que finalement, le nombre d'apprentis influe très peu sur le coût complet, ce qui peut déjà être un peu une surprise au préalable. Donc, il faudrait un peu approfondir un peu ces données pour essayer de comprendre cela. On peut sans doute trouver des explications sur le fait qu'il n'y ait pas d'effet. Finalement entre le nombre d'apprentis, et le coût complet. Par contre, ce qui est frappant quand même, c'est la distribution que l'on voit apparaître dans les coûts complets. Donc là, vous retrouverez sans doute les données qui vous concernent, et ça a juste pour objectif que vous puissiez vous interroger finalement sur l'information que vous avez fait remonter. Selon qu'on peut trouver des données des coûts complets à 20 000 € ou des coûts complets à moins de 5 000 € pour un même diplôme qui dispose à chaque fois d'un programme pédagogique national. Voilà, il faut se poser la question de pourquoi il y a cette distribution. Pour préciser un peu l'information un peu plus, on a distingué en fait les DUT qui relèvent de ce qu'on appelle de formation pour les services, donc c'est technique de commercialisation, gestion des entreprises et des administrations, enfin vous les connaissez également, et puis ceux qui relèvent de ce qu'on appelle la production, donc on va dire mesures physiques, génie électrique, génie thermique, donc des choses beaucoup plus technologiques. Donc on a évidemment un coût un peu supérieur, ce sont les points rouges, un peu supérieur pour les fonctions, pour les DUT plus production. La différence est de l'ordre de 2 000 €.
hein, c'est ce qu'on voit apparaître, mais bon, dans les deux cas, on voit quand même une importante distribution. Et juste pour préciser un élément supplémentaire, puisqu'on s'est posé la question de la structure de portage de l'apprentissage. Est-ce que c'était l'établissement qui le portait ou est-ce que c'était un CFA extérieur? Vous avez posé la question sur les modalités finalement de fonctionnement, dans le cas d'un CFA extérieur aussi. Et puis finalement, quand on regarde les données, on ne voit pas vraiment de différence, on ne voit pas d'impact sur la nature de la structure par rapport au coût complet ou par rapport à la distribution des coûts complets sur ce graphique. C'est pour ça qu'on n'a pas mis en place, présenté ce graphique avec ces différents types de structures, parce qu'on ne voit pas vraiment de différence fondamentale apparaître. Ensuite, vous avez voilà, la même chose pour les licences professionnelles, évidemment, il y en avait beaucoup plus. On retrouve là également cette problématique de distribution quand même très large. Donc voilà, vous allez retrouver aussi chacun vos licences professionnelles, avec un petit surplus dans le coût pour les licences pro qui relèvent des productions par rapport aux licences pro qui relèvent des services, les services étant en bleu et production étant en rouge. Donc, je ne vais pas en dire beaucoup plus sur cela non plus, parce que c'est la même analyse que pour les DUT. On peut regarder ensuite pour les masters. Donc on va faire les mêmes constats, avec la petite différence en plus supérieure pour les masters relevant de la production. Et donc, toujours cette très forte distribution parfois qui peut exister entre différents masters, surtout pour des effectifs plus faibles. Et le dernier, c'est celui pour les ingénieurs. Voilà, donc là, il n'y a que des points bleus, puisqu'évidemment, on n'est que sur des formations très technologiques, avec peut-être une petite décroissance cette fois-ci en fonction du nombre d'effectifs à conforter, une différence un peu moindre peut-être, et avec un coût à 12 moyen, un coût complet moyen à 12 000 €, ce qui est cohérent évidemment avec ce qu'on vous a présenté tout à l'heure, parce que ce sont les mêmes données. Voilà un peu des données très synthétique, mais qui doit vous permettre aussi de voir finalement comment chacun se positionne, et l'idée étant effectivement d'entrer dans une démarche un peu d'amélioration continue pour calculer ces coûts complets et pour que chacun finalement soit très confiant dans les données qu'il peut ainsi faire remonter. Voilà, merci beaucoup. Jean-Serge, je te repasse la parole, ou Rodolphe d'ailleurs, je ne sais pas. Merci en tous les cas, Dominique. Jean-Serge, je ne sais pas, tu voulais faire un commentaire ou ajouter quelque chose? Non, c'est bon. Un grand merci, Dominique. Alors, évidemment, on vous a présenté toute une série d'éléments qui sont des éléments sur lesquels on manque peut-être parfois encore un peu d'éléments d'appréciation, qu'on va retravailler. Ne prenez pas tout à la lettre, y compris à la virgule, hein, c'est pas ça. L'idée, c'est vraiment de pouvoir, comment dire, orienter et d'éclairer en fait le niveau de connaissance de tout à chacun, et que chacun soit acteur. Vraiment, c'est le message qu'on veut faire passer à travers cette restitution, c'est dire chaque établissement, chaque personne qui porte l'apprentissage dans son établissement doit s'armer d'une équipe qui prend en charge le sujet au niveau technique, au niveau politique, travailler ensemble, définir des éléments qui permettent véritablement d'assurer un pilotage. Nous, on essaye de centraliser. Alors, évidemment, dans ce qu'on a présenté, parfois, peut-être qu'il va falloir qu'on les retravaille pour être exactement sur le même périmètre que France Compétences. On sait qu'on a des petites choses à revoir, voilà, sur nos bases. Mais les grandes orientations, par contre, elles sont là, elles sont claires, elles sont nettes, et elles, on peut les partager. Et c'est pour ça qu'on les partage aujourd'hui sans avoir d'inquiétude. Hein, on sait que là-dessus, on est bon. Et d'ailleurs, on est assez congruent. Si vous vous souvenez du tableau que j'ai pu présenter au démarrage avec les smileys, et puis ce qui vous a été présenté ensuite par Jean-Serge, on voit bien que finalement, on a des choses qui se recoupent. Et puis, les analyses de Dominique permettent de mettre en perspective. Évidemment, on va affiner le discours, on va affiner le niveau d'information, on va aller encore plus dans le détail, et sans doute, c'est un travail en progression. Alors, il y a un certain nombre de questions dans le chat. Il reste un tout petit quart d'heure. Donc, on peut prendre quelques questions si vous le souhaitez. On a essayé de répondre au fur et à mesure. Par moment, on n'a pas forcément répondu à tout parce qu'on n'a pas tout vu passer. Par avance, on vous demande de nous en excuser. Mais n'hésitez pas à prendre la parole. On peut, je pense, prendre peut-être 2, 3, 4 questions.
on prend ensemble. Et si vous voulez bien, lorsque vous prenez la parole, indiquez-le en mobilisant une petite main, par exemple, et puis en allumant votre caméra de façon à ce qu'on puisse interagir plus facilement. Un grand merci par avance. Rodolphe, il y a une première question. Aurons-nous le support PowerPoint qui est très matériel? Oui, alors évidemment, on va diffuser. On se faisait la réflexion avec Fabienne que peut-être il faudrait qu'on ajoute une ou deux définitions, parce que vous avez bien vu en fait que on est sur des niveaux de complexité importants dans l'appréciation des périmètres entre ce que France Compétences prend en considération, entre la logique de coût complet, entre les niveaux de prise en charge, la manière dont c'est construit un niveau de prise en charge. C'est quoi en fait un niveau de prise en charge minimum? Voilà, donc il faut peut-être qu'on se prenne un tout petit peu de temps, nous, pour revoir comment on vous redonne quelques éléments pour que tout le monde accède facilement à l'information et sans qu'il y ait, comment dire, de difficultés d'appropriation. Une question relative au calendrier, auquel pour le moment il sera peut-être un peu difficile de répondre de manière formelle. Est-ce que le calendrier sera le même que l'année précédente? Je propose que Fabienne réponde parce que Fabienne a suivi mieux. Puis alors moi, comme j'ai aucune mémoire des dates, je vais vous dire que des bêtises. Pour la remontée des coûts, non, effectivement, on n'a pas le calendrier. Par contre, on l'aura rapidement parce que France Compétences fait une réunion demain après-midi, donc je pense qu'on aura des éléments. Donc je pensais que la question portait sur l'interrogation des branches par rapport au niveau de prise en charge, qui, elle, va être lancée mi-décembre. C'est-à-dire que France Compétences va réinterroger toutes les branches pour redéfinir de nouveaux niveaux de prise en charge. Concrètement, je propose que… Concernant le format, c'est pareil, ce sera défini. France Compétences a anticipé cette fois de façon à ce qu'il y ait moins de changements que l'année dernière. Ce sera pas, enfin, je pense qu'ils vont conserver un fichier Excel, tout ne sera pas automatisé, même s'il y a des grosses structures qui avaient demandé à ce que ce soit automatisé. Mais on aura ces précisions, je pense, avant la fin de l'année civile. En tout cas, je propose qu'on joigne les éléments de calendrier si on les a à l'envoi du support, tout simplement. Oui, tout à fait. C'est une super idée. Après, peut-être que tout le monde est… Alors, j'ai vu une question, je crois que c'était Mathieu, sur la typologie des CFA. La typologie des CFA, en fait, dans cette enquête sur les coûts, elle ne rentre pas en ligne de compte directement. En revanche, ça fait partie des choses qu'il va falloir à un moment donné qu'on estime. Je crois que c'est important de dire qu'aujourd'hui, nous, on ne porte pas de stratégie sur le montage de l'apprentissage de manière technique au niveau du ministère. Peut-être que dans l'avenir, ça fera partie des choses sur lesquelles il faudra réfléchir, alors territorialement parlant, et réfléchir peut-être au niveau national sur la manière qui serait la plus adéquate de porter cette activité-là. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas et on n'en tire pas de conclusion. Ce qui est certain, c'est que ça fait partie des axes de travail sur lesquels on a encore du champ et on a des choses à aller, comment dire, interroger et développer. On le sait. C'est pour ça aussi que je vous disais, ne prenez pas tout, comment dire, comme un travail définitif et bouclé. On a des choses sur lesquelles on va retravailler, revenir, remouliner des choses. C'est un work in progress. Et là, vous avez l'état, on va dire, de la chose à l'instant T. Évidemment, je répète, hein, les grandes lignes, elles, par contre, elles sont absolument fixées. Elles sont très claires. Il y a une question. Vas-y, Fabienne. Il y a une question sur la part des CFA intégrés aux universités et celle des CFA hors mur. Donc, je ne sais pas si vous parlez de l'enquête qu'on a menée par le MESRI ou si c'est l'enquête, enfin, les remontées organisées par France Compétences. Dans le premier cas, l'enquête
menée par la DGCIP, on pourra rajouter une diapo là-dessus pour caractériser un peu plus le nombre d'établissements qui ont remonté des données, soit en tant que CFA interne, soit en tant que UFA ou sous convention. Au niveau de France Compétences, par contre, je ne crois pas qu'on ait l'information, comme moi je ne l'ai pas immédiatement, dans toutes les remontées qu'ils ont eues, je n'ai pas la répartition selon cette distinction de CFA. Et je peux apporter une précision si vous le souhaitez. Ouais, Mathieu Dosset. Merci. Oui, voilà. Mathieu Dosset, donc CFA Formasup Pays de la Loire. À peu près 75%, voilà, je parle parce que étant membre du bureau national de l'ANASUP, donc je peux donner quelques précisions à ce niveau-là. 75% à peu près de l'apprentissage dans le supérieur porté par les universités sont dans des CFA hors les murs, type de réseau Formasup, ou avec des noms qui sont à peu près approchants, hein, mais c'est le même montage. Pourquoi est-ce qu'on pose la question? C'est l'enjeu, il est de n'être pas forcément pour la prochaine remontée dans des remontées de coûts minorés. Parce que, et simplement sur des constats de recettes, parce que parfois à certains moments, c'était toute la difficulté d'intégrer dans les comptes des CFA la réalité des coûts portés par les universités et celle par le CFA support. C'est vrai que ça, c'est une difficulté technique qu'on a rencontrée, qu'on a pu, nous, en tout cas avec l'Université d'Angers, du Mans et de Nantes, qu'on a pu résoudre, mais c'était au-delà du tour de force et d'équilibriste. Donc c'est peut-être un des enjeux à avoir. Juste aussi une remarque comme ça un peu liminaire ou plutôt complémentaire. On a rencontré nous dans le cadre de la FNADIR, la Fédération nationale des directeurs de CFA, Elisabeth Borne. On l'a interrogée également sur les investissements et la chose est très claire. Le niveau de prise en charge qui sont actuellement n'est pas là pour couvrir la totalité du coût de la formation. Hein, c'est malheureusement voilà, et que ça doit reposer sur la capacité d'autofinancement des CFA pour pouvoir porter l'investissement. Ça n'empêche que ce n'est pas une réponse satisfaisante parce que pour des investissements lourds et pour toujours avoir cette capacité à moderniser l'appareil de formation et surtout dans l'enseignement supérieur, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des enseignements de pointe, ça interroge malgré tout et que pour l'instant, ce serait encore toujours évidemment de la compétence des régions, mais on sait que l'enveloppe est diminuée de manière extrêmement tangible et que les niveaux 3 ou 4 sont quand même toujours privilégiés. Voilà. Oui, absolument. La question de l'investissement, c'est une vraie question. Ça fait partie des choses qu'on intègre dans la discussion qu'on a avec, d'un côté, France Compétences, de l'autre, avec nos collègues des autres ministères, hein, que ce soit côté travail, côté budget. Et évidemment, c'est un des sujets dont on parle. Là-dessus, je vais tout à fait dans ton sens, Mathieu. Et il est évident que lorsqu'on demande à France Compétences d'intégrer le coût complet dans le fichier carrousel, au moins pour information et pour éclairer, si tu veux, la prise en compte de l'ensemble du périmètre, ça rentre dans une logique aussi de cette nature-là. Et c'est pas forcément, comment dire, l'alpha et l'oméga, mais en tous les cas, on voudrait que ce soit un élément facilitateur et aidant. Je ne sais pas si ça répond à ta question, enfin, ou à ta remarque plutôt d'ailleurs que question. Si, merci. Excuse-moi, je n'ai pas réagi, Rodolphe, mais qui me dit mot consent, comme on dit. Oui, en vidéo, c'est pas si simple en fait. C'est pas faux. Ok. Je vois des questions là qui s'affichent plus sur les sujets de méthode, de calcul de coûts. Sont-elles semblables, même clés de répartition? Les coûts complets présentés dans les dernières diapos sont-ils ceux pris en compte par France Compétences, remontés par les CFA ou des coûts réels? Voilà. Alors, donc a priori, les coûts qui sont remontés sont des coûts complets. Et puis après, on vous demandait 2 chiffres dans les coûts que vous avez remontés à la DGCIP. Donc, il faut s'entendre aussi de quel coût on parle. Donc, les coûts remontés à la DGCIP à l'été jusqu'en septembre, ce sont des coûts complets. Alors, la plupart, vous les avez calculés, enfin la plupart, j'en sais rien en fait, mais beaucoup, vous les avez calculés en vous appuyant sur les travaux P2CA. Alors, P2CA, ça veut dire connaissance des coûts des activités. Donc, c'est une méthode partagée, co-construite avec les établissements pour l'enseignement supérieur et qui permet effectivement de se produire des données qui sont comparables car homogènes dans la façon dont elles ont été produites. Même s'il y a des choix sur les clés de répartition, mais c'est pas tellement perturbant. Donc oui, les coûts qui sont remontés, qu'ils soient complets
Et ceux qui ont été ensuite, l'autre chiffre que vous nous avez remonté, c'était les coûts pris en compte pour la détermination du niveau de prise en charge, c'est-à-dire, autrement dit, uniquement la partie pédagogie accompagnement et équipement pédagogique inférieur à moins de 3 ans. Alors, certains l'ont pas fait, nous ont remonté que les coûts pris en compte. D'autres nous ont mis l'égalité. Bon, enfin voilà, mais globalement, on avait quand même des données qui étaient bien différenciées entre les coûts complets d'un côté et les coûts pris en compte. Voilà. Donc, pour répondre à la question, les diapos qui ont été présentés, oui, s'appuient sur les coûts que vous nous avez remontés, que nous, on a observés finalement, parce qu'on ne peut que les observer, on ne peut pas porter de jugement ou les vérifier ou je ne sais quoi. Donc, il s'agit bien des coûts remontés. Après, France Compétences, ce que je mettais tout à l'heure sur le petit schéma avec les ronds, eux, ils ont les coûts remontés par les CFA. Alors, on a notre collègue des Pays de la Loire qui nous a expliqué que, par exemple, avec l'Université d'Angers, du Mans et Nantes, ils ont travaillé de concert pour avoir une remontée le plus près de la réalité des coûts établissements. Avec Rodolphe, on a eu des échanges avec des CFA qui nous ont dit « bah non, moi désolé, je mets le prix de la facture, j'ai payé 8 000, je mets 8 000 ». Et l'école d'ingénieurs nous a dit « bah moi, ma formation, elle me coûte 16 000 ». Donc, d'où cet écart de point de vue entre d'un côté France Compétences qui va observer des coûts remontés par des CFA qui sont des coûts de convention, des coûts facturés, et de l'autre, la réalité des coûts que vous nous avez remontés. Voilà, j'espère que j'ai répondu aux interrogations. Je vois l'heure qui passe, Jean-Serge. Il nous reste, je crois, 1 minute pour respecter à peu près le timing et puis que tout le monde soit à l'aise dans son emploi de temps. Je propose peut-être juste d'apporter un tout petit élément d'éclairage sur la mixité, parce qu'il y a plusieurs questions sur la mixité. D'abord dire que la loi prévoit effectivement une diminution, une minoration du niveau de prise en charge en cas de mixité lorsqu'il y a un financement public. Le décret d'application qui permettra de traduire ça dans les faits et dans une réalité d'exercice n'a pas été publié. Le travail a commencé, il n'a pas abouti, il est suspendu. Inutile de dire qu'il est suspendu au moins jusqu'au printemps. Je n'ai pas besoin de dire pourquoi, je pense que tout le monde a les échéances en tête. Voilà, ça c'est la première donnée sur la mixité. La deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est que on va devoir aussi, dans la manière de travailler la soutenabilité de l'apprentissage, de choisir nos combats. On ne pourra pas porter tous les combats et il est évident que quand on regarde du côté de la mixité, en fait, c'est à la fois un sujet et en même temps pas vraiment un sujet. Donc, on pourra y revenir dans d'autres périmètres et dans d'autres cadres, mais je pense qu'il faut avoir en tête que la question de la mixité, c'est une question d'organisation d'établissement, d'organisation de pédagogie, et que la question de la mixité liée au financement, ça peut être une autre question. En tous les cas, c'est le point de vue pour l'instant qu'on a défendu. Je ne veux pas développer plus parce que c'est l'heure. Et donc, ce sujet-là, pour l'instant, j'ai envie de dire, probablement, c'est un sujet pour 2022-2023. Peut-être en conclusion, refaire passer un message qui me paraît un message important sur les perspectives de la démarche qui a été entamée. On va poursuivre le travail avec les établissements sur l'année à venir. Évidemment, on ne va pas refaire ce qu'on a fait l'année passée. L'idée, c'est quand même que tout le monde progresse et qu'on avance ensemble avec un niveau de compétence qui augmente. Donc, on ne redéfinira pas forcément les bases de ce qui rentre en ligne de compte dans les calculs, comme on a pu le faire sur les différents ateliers l'année passée. Je rappelle qu'il y a des outils qui sont disponibles sur les sites internet. Il y a une FAQ qui permet de répondre à un certain nombre de questions. Sans doute, il faudra qu'on la mette à jour quand on aura des éléments complémentaires. Mais enfin, ça permet d'avoir une base un petit peu solide sur qu'est-ce qui rentre dans le périmètre, qu'est-ce qui ne rentre pas dans le périmètre. Et qu'on a partagé à différentes reprises. Et vous redire toute l'importance, puisqu'on a encore pas loin d'être 300 après 1 heure de webconf, toute l'importance de la prise en charge, je dirais, collective du sujet apprentissage à l'intérieur des établissements, équipe politique, équipe technique, la nécessité d'une montée en compétences généralisée avec des indicateurs qui sont bien construits et qui permettent du coup d'avoir des vrais outils de dialogue avec les partenaires.
Jean-Serge, tu faisais référence à des échanges qu'on a pu avoir sur le montant facturé. Typiquement, ça fait partie des choses qu'il va falloir discuter entre les établissements et certains CFA partenaires, qui sont souvent pas des Formasup, mais plutôt des partenaires CFA de branche, CFA d'entreprise. C'est pour rassurer nos collègues autour de l'écran. C'est pas forcément vers Formasup qu'on dirige cette remarque-là, mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet et ça fait partie des choses qu'il va falloir poser. De la même manière que la méthode de remontée, à mon avis, elle doit être intégrée dans les conventions pour qu'on dise qui fait quoi, comment, et que du coup, la notion de coût complet, eh bien, elle parte aussi du terrain vers les partenaires. Donc, je répète, la question, elle est technique, elle est politique, enfin, pardon, elle est technique, stratégique et politique. Et c'est en fait l'ensemble de ces trois piliers qu'il va falloir mobiliser à l'intérieur des établissements et la DGSIP est là pour accompagner encore une fois ces réflexions auprès des établissements. Et dans les ateliers qu'on aura l'année prochaine, à partir du moment où on aura le calendrier de mise en œuvre, évidemment, il y aura des éléments techniques, mais il y aura aussi, je pense, à prendre en considération l'ensemble de ces sujets. Je laisse peut-être mes collègues s'ils veulent ajouter un mot de conclusion. Jean-Serge, Alain, Dominique, Fabienne. Peut-être dire qu'on organisera prochainement d'autres actions pour informer et puis pour préparer la nouvelle campagne. Je ne sais pas si Rodolphe et Alain, justement, voulaient réagir par rapport à ça. Non, pas pour l'instant. Je pense on va redéfinir un calendrier de travail. Évidemment, il est important qu'on vous redise à quel point les échanges qu'on a sont essentiels pour pouvoir aussi porter la parole de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur et vous remercier encore une fois de votre mobilisation. Elle est essentielle. Ça travaille dans les deux sens, cette affaire-là. C'est-à-dire qu'on a besoin de vos remontées pour pouvoir porter une voix qui soit appuyée sur une réalité de terrain. Et de notre côté, on essaye de vous redonner un certain nombre d'informations pour que vous puissiez être à l'aise dans l'exercice que vous avez à conduire et les choix que vous avez à faire. 15h05, on s'arrête là. Écoutez, un grand merci à toutes et à tous. Je voudrais saluer aussi Alain et Lamu pour le support. Vraiment, merci beaucoup Alain. Et puis pour les échanges toujours nourris. Et puis saluer tous les collègues qui participent en fait à la préparation de ces ateliers, de ces réunions, les collègues des établissements, les collègues des services. Voilà, remercier tout le monde parce que évidemment, sans chacun d'entre vous, on ne peut rien faire et on est vraiment plus fort quand on travaille tous ensemble dans le même sens. C'est aussi ça qu'on veut vous faire passer comme message aujourd'hui. Un grand merci à vous et probablement on ne se reverra pas d'ici la fin de l'année civile. Donc, on vous souhaite une bonne fin d'année et on vous dit sans doute rendez-vous l'année prochaine pour poursuivre le travail et la réflexion. À très bientôt.